À l'été 1982, au mythique Camp Nou, l'équipe nationale belge écrivait un conte de fées dès son premier match. Face à l'Argentine, championne en titre, et au génie Diego Maradona. Rares étaient ceux qui croyaient à un tel exploit. Pourtant, grâce à une génération de joueurs talentueux et disciplinés et à un jeu de contre-attaque fulgurant, les Belges créèrent la sensation en battant le géant sud-américain 1-0. Ce fut l'instant où le football belge accéda au devant de la scène, s'imposant sur la scène mondiale. Mais derrière la gloire de cette victoire historique se cachent les destins d'individus faits de joie, de peine, d'amour et de haine. Plus de 40 ans ont passé, et le temps a tracé des chemins inattendus dans leur vie. Certains sont devenus des légendes immortelles, d'autres mènent une vie paisible, et d'autres encore nous ont quittés tragiquement jeunes. Revenons sur le parcours de ces joueurs qui incarnaient l'âme de l'équipe nationale belge en 1982. À 26 ans, Ludo Koac était le premier meneur de jeu talentueux qu'il nous faut mentionner. Lors de la Coupe du Monde, 1982, il était l'âme du jeu des Diables Rouges. Avec sa chevelure ondulée et romantique et son style de jeu élégant, Ludo Koac était comparé à un artiste sur le terrain. Il possédait un pied gauche d'une grande finesse et des frappes lointaines tonitruantes. Des armes qui ont permis à la Belgique de débloquer le score face au Salvador lors de ce tournoi. Ludo Koac ne se contentait pas de contrôler le rythme du jeu. Il est également devenu un symbole de l'élégance et de la maîtrise technique du football belge de l'époque. Ses performances impressionnantes en Espagne ont suscité l'envie de nombreux grands clubs européens. Après le tournoi, la carrière de Ludo Koac prit un nouvel essor lorsqu'il rejoignit l'Inter Milan, l'un des clubs les plus prestigieux au monde. C'était le rêve de tout joueur, la reconnaissance de son talent exceptionnel. Malgré de nombreuses blessures en Italie, la passion de Koac pour le jeu resta intacte. Il s'efforçait toujours de retrouver son meilleur niveau, espérant continuer à mener l'équipe nationale belge lors des grands tournois à venir. Les supporters attendaient toujours avec impatience ses passes longues précises et ses frappes puissantes. En dehors des terrains, c'était un jeune homme aimable et joyeux, toujours souriant. Cependant, ce parcours exceptionnel prit fin brutalement et tragiquement, le 9 octobre 1985, alors qu'il rentrait à Anvers après avoir signé au RWD Molenbeek pour retrouver son meilleur niveau. La voiture de Ludo Koac fut impliquée dans un terrible accident. Il mourut à seulement 30 ans, laissant derrière lui une carrière inachevée et un immense chagrin pour le football belge. Son héritage ne se limite pas à ses magnifiques buts, mais représente aussi l'image d'un génie éphémère, une étoile filante qui brilla intensément avant de s'éteindre dans la nuit. À 28 ans, Jean-Marie Pfaff était le gardien de but excentrique et génial de l'équipe nationale belge. Lors de la Coupe du Monde 1982, Pfaff réalisa des arrêts spectaculaires, notamment lors du match d'ouverture contre l'Argentine, frustrant les meilleurs attaquants. Doté du réflexe fulgurant, d'une maîtrise parfaite de la surface de réparation et d'une forte personnalité. Il était le dernier rempart le plus fiable des Belges. Son style de jeu à la fois divertissant et efficace fit de lui l'un des gardiens les plus captivants au monde. Après des performances exceptionnelles en Espagne, la carrière de Pfaff a pris son envol lorsqu'il a rejoint le Bayern Munich. En Allemagne, il est devenu une légende, remportant 3 titres de Bundesliga et atteignant la finale de la Ligue des Champions avec le club bavarois. Pfaff n'était pas seulement un gardien de but, c'était une véritable star du divertissement. Après sa retraite de joueur, il n'a pas choisi une carrière d'entraîneur, mais est devenu une vedette de la télé-réalité. Son émission de vie familiale, The Pfaffs, a connu un véritable phénomène en Belgique pendant une décennie, dévoilant un Pfaff drôle, affectueux et joyeux dans son quotidien. La vie personnelle de Pfaff est un tableau coloré et heureux. Il s'est forgé une solide réputation, choisi rare parmi les gardiens de but de sa génération. Issu d'un milieu modeste et vivant dans une caravane, Pfaff a atteint les sommets grâce à son talent et son optimisme. Il s'investit toujours activement dans des œuvres caritatives et est ambassadeur de nombreuses grandes marques. Aujourd'hui, 70 ans, Jean-Marie Pfaff coule des jours heureux entouré de sa famille. Il apparaît encore régulièrement dans les médias, arborant son sourire légendaire et partageant des anecdotes sur le football et la vie. Son parcours témoigne du pouvoir transformateur du football sur le destin.
Eric Gerrits, capitaine à 28 ans, incarnait l'esprit combatif belge. Surnommé le Lion des Flandres, Gerrits était un latéral droit complet, réputé pour son style de jeu fougueux et agressif, ainsi que pour son leadership naturel. Lors de la Coupe du Monde 1982, sa présence imposante a permis à la défense belge de résister aux attaques incessantes de ses adversaires. Gerrits n'était pas seulement un joueur défensif, ses montées offensives constituaient une arme redoutable sur le flanc droit. La carrière de Gerrits fut ensuite marquée par des hauts et des bas spectaculaires, dignes d'un film. Il atteignit le sommet de la gloire en remportant la Coupe d'Europe avec le PSV Eindhoven en 1988. Cependant, il traversa également une période sombre lorsqu'il fut impliqué dans un scandale de matchs truqués au Standard de Liège, ce qui ternit gravement sa réputation. Mais fidèle à son tempérament de lion, Gerrits ne baissa pas les bras. Il renaquit de ses cendres et devint un entraîneur talentueux, remportant de brillants succès en Belgique, aux Pays-Bas, en France et au Moyen-Orient. Dans la vie, Gerrits est un homme direct, franc et parfois impulsif, mais ses élèves l'apprécient pour son équité. Sa vie personnelle a également été mouvementée, notamment à cause d'un problème de santé. En 2012, alors qu'il entraînait une équipe, il a subi une légère hémorragie cérébrale sur le terrain. Cet incident a changé sa vision de la vie, lui faisant apprécier davantage sa santé et les moments passés avec ses proches. Aujourd'hui, retraité du monde du football, Eric Gerrits, 70 ans, coule des jours paisibles, loin du tumulte du haut niveau. Il consacre son temps au repos, à sa santé et au plaisir de la vieillesse. Bien qu'il se soit retiré de la vie publique, l'image de l'ancien capitaine à la barbe flamboyante et au regard intense demeure un symbole indémodable du football belge. Jan Seulmans, surnommé Cage, n'avait que 25 ans lors du tournoi, mais il était déjà une légende. Avec sa taille idéale, sa grande foulée et son excellente condition physique, Seulmans était un véritable bulldozer qui transperçait les défenses adverses. Infatigable, il était capable de créer des occasions et de marquer des buts. Lors de la Coupe du Monde 1982, il représentait une menace constante pour tous ses adversaires et un héros discret qui contribuait grandement au jeu collectif de son équipe. L'aspect le plus remarquable de la carrière de Seulmans est sa fidélité, une qualité rare dans le football moderne. Après son succès en Coupe du Monde, il reçut une offre lucrative du légendaire AC Milan, mais Seulmans refusa la gloire et les richesses italiennes pour rester dans son pays natal et jouer pour le club Bruges. Il devint une véritable légende à Bruges, détint longtemps le record du nombre de sélections en équipe nationale et fut inclus dans la liste des 100 plus grands joueurs du monde par la légende du football Pelé. La vie de Seulmans contrastait fortement avec sa célébrité. Humble et simple, il abhorrait l'ostentation. Après sa retraite de joueur, il tente sa chance comme entraîneur, sans toutefois connaître le même succès retentissant que durant sa carrière de joueur. Cela ne le dérangeait cependant pas. Il continua de vivre heureux, s'entendant bien avec tous, et conserva toujours l'authenticité d'un homme originaire de Flandre occidentale. Aujourd'hui, 67 ans, Jan Seulmans est retraité et coule des jours paisibles en famille. Il apparaît occasionnellement lors d'événements du club Bruges, véritable icône vivante. Son histoire, marquée par une fidélité sans faille, est encore racontée avec une immense fierté par des générations de supporters belges. Frankie Vercauteren, évoluant sur l'aile gauche à 25 ans, était surnommé le Petit Prince du football belge. Doté d'un pied gauche exceptionnellement habile et d'une technique de centre remarquable, Vercauteren était la principale source de passes pour les attaquants. Ses centres enroulés, en forme de banane, ont été un véritable cauchemar pour les défenseurs adverses lors de la Coupe du Monde 1982. Son style de jeu intelligent et élégant a apporté une fluidité indispensable à une équipe attachée à la discipline. La carrière de Vercauteren en club est indissociable du maillot violet d'Anderlecht, où il a remporté de nombreux titres nationaux et Coupes d'Europe. Après sa retraite de joueur, il s'est reconverti en entraîneur avec succès, se forgeant une réputation de fin stratège, capable de redresser des équipes en difficulté. Il a entraîné Anderlecht, Genk et a également effectué de brefs passages en Russie et aux Émirats arabes unis. Son sens tactique aiguisé, forgé durant sa carrière de joueur, a contribué à faire de lui un brillant stratège. Dans la vie de tous les jours, Vercauteren est discret, calme et d'un grand professionnalisme. Il se tient toujours à l'écart des médias, se concentrant entièrement sur son travail.
Sa philosophie? Travailler dur et laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Malgré les nombreux hauts et bas rencontrés sur le banc de touche, il conserve l'élégance d'un prince. Aujourd'hui, à 68 ans, Frankie Vercauteren n'a pas complètement abandonné le football. Il continue d'occuper des fonctions de conseiller technique ou de directeur sportif, lorsque des opportunités se présentent, plus récemment à la Fédération belge de football. Son savoir et son expérience demeurent un atout précieux pour les générations futures. Erwin Vandenberg fut le héros du match d'ouverture. À 23 ans, il incarnait le principal espoir de l'attaque. Et il ne déçut pas, marquant l'unique but de la rencontre face à l'Argentine d'un contrôle de poitrine magistral et d'une frappe entrée dans la légende. Vandenberg était un attaquant redoutable, d'une grande fluidité de jeu, capable de marquer à la moindre occasion. Il avait auparavant remporté le soulier d'or européen, un exploit sans précédent pour un joueur belge à cette époque. Après son but légendaire lors de la Coupe du Monde 1982, Vandenberg a continué d'être un attaquant clé pour Anderlecht et Lille, France. Bien que sa carrière internationale ait ensuite été freinée par des blessures et une forte concurrence, le nom de Vandenberg reste gravé dans les mémoires. Son fils, Kevin Vandenberg, a plus tard suivi les traces de son père en devenant lui aussi attaquant en équipe nationale, perpétuant ainsi la riche tradition familiale dans le football. Après avoir quitté les terrains, Erwin Vandenberg a opté pour une vie plutôt paisible. Peu attiré par une carrière d'entraîneur de haut niveau, il a préféré se consacrer à la formation de jeunes attaquants et à leur enseigner les techniques de finition qui l'ont rendu célèbre. Père dévoué, il a toujours suivi et soutenu de près la carrière de son fils. Aujourd'hui, 65 ans, Erwin Vandenberg mène une vie paisible. Il intervient occasionnellement dans des émissions de commentaires sportifs pour analyser l'art de marquer des buts. Pour les supporters belges, l'image de son but contre l'Argentine en 1982 restera à jamais le symbole de la conviction qu'au football, tout est possible. À Trenton, Luc Milcam incarnait à la perfection le joueur au sang-froid et à la détermination implacable. Lors de la Coupe du Monde 1982, il disputa les 5 matchs, formant un rempart défensif impénétrable. Surnommé Milkans E, pour le distinguer de son jeune frère Marc, également présent dans l'équipe, Luc était réputé pour son style intransigeant, ses tacles agressifs et son stoïcisme, véritable cauchemar pour les attaquants adverses. Il était prêt à tout pour protéger ses cages. Après le tournoi, Luc Milcams a continué de consacrer l'intégralité de sa carrière de haut niveau au KSV Waregem. Il est devenu un symbole de fidélité, restant au club pendant 13 ans, de ses débuts jusqu'à sa retraite. Plutôt que de rechercher la gloire dans de grands clubs étrangers, Luc a choisi de devenir un roi sur ses terres, marquant de son empreinte les compétitions européennes avec Waregem au milieu des années 1980. Ce qui est le plus intéressant chez Luc Milcams, c'est sa transformation après sa retraite sportive. Défenseur central intraitable et discipliné. Il est entré au Parlement avec le calme d'un homme politique. Il a été élu député à la Chambre des représentants belges, représentant le parti VLD. Sa détermination et sa discipline sur le terrain lui ont été précieuses dans sa carrière politique, où il a défendu avec conviction les politiques sportives et sociales. Aujourd'hui, 72 ans, Luc Milcams s'est retiré de la vie politique trépidante, mais conserve l'autorité d'un ancien dirigeant. Il mène une vie paisible, respecté par les habitants de Waregem, non seulement comme une légende du football, mais aussi comme une voix représentant la communauté. Walter Meeuws était un joueur élégant qui formait un duo redoutable avec Milcams, parfois en alternance. À 30 ans, Meeuws a apporté à la Coupe du Monde 1982 le style du libéro classique, intelligent, doté d'une excellente lecture du jeu et toujours serein balle au pied. Il n'était pas qu'un simple milieu défensif, il initiait les attaques depuis l'arrière. Le calme de Meeuws complétait parfaitement la défense belge, lui permettant de maintenir un équilibre entre défense et contre-attaque. Le talent de Meeuws fut confirmé lorsqu'il rejoignit, juste après la Coupe du Monde, le géant Ajax Amsterdam, club qui vénère le beau football. Évoluer dans ce qui est considéré comme le summum du football total fut la preuve la plus éclatante de son talent. Après sa retraite de joueur, Walter Meeuws entama une carrière d'entraîneur mouvementée.
Il eut l'honneur de diriger l'équipe nationale belge, puis travailla dans de nombreux clubs, de la Turquie à l'Afrique du Nord, en passant par le Moyen-Orient. Reconnu pour sa philosophie de jeu affirmée, il dut néanmoins relever de nombreux défis tout au long de sa carrière. La vie personnelle de Walter Meeuws est un voyage permanent. Homme moderne, il aime relever de nouveaux défis et n'a pas peur des difficultés. Malgré les hauts et les bas de sa carrière d'entraîneur, il a toujours conservé l'élégance d'un gentleman. Aujourd'hui, 72 ans, Walter Meeuws a pris sa retraite sportive. Il intervient occasionnellement comme consultant et commentateur de football. Grâce à sa connaissance approfondie de la tactique, ses analyses sont toujours très suivies. Il est un modèle de réussite pour la transition d'un joueur talentueux à un entraîneur de football professionnel. Alexandre Czerniatinski, affectueusement surnommé Czernia, est arrivé en Espagne à l'âge de 21 ans. Ce jeune attaquant d'origine polonaise était une force offensive redoutable. Il a inscrit le but égalisateur crucial contre la Hongrie, un but qui a mis en évidence sa vivacité et son incroyable vitesse. Lors de ce tournoi, Czernia incarnait l'énergie de la jeunesse et une soif de réussite aux côtés de joueurs chevronnés. La carrière de Czerniatinski en championnat belge fut brillante. Il a évolué dans la plupart des grands clubs, Telsq Anderlecht, le Standard de Liège et le KV Malines. Il fut notamment un joueur clé de l'équipe de Malines qui remporta la Coupe des vainqueurs de Coupe de l'UEFA en 1988, durant l'âge d'or du club. Czernia était un attaquant infatigable, discret mais redoutablement efficace, toujours au bon endroit au bon moment pour marquer. Après avoir pris sa retraite de joueur, Czerniatinski a choisi la voie exigeante d'entraîner des équipes de division inférieure. Contrairement à la gloire de sa carrière de joueur, son métier d'entraîneur a exigé patience et endurance. Il n'a pas hésité à s'occuper de petites équipes, pourvu qu'il puisse vivre sa passion. Homme d'action, simple et accessible, il était toujours aimé de ses joueurs pour son dévouement. Aujourd'hui, à 63 ans, Alexandre Czerniatinski reste impliqué dans le football à différents niveaux. Il conserve une excellente forme physique et un sourire bienveillant. Son parcours est une leçon de persévérance, que ce soit au sommet de la gloire ou sur les terrains poussiéreux des divisions inférieures, sa passion pour le football demeure intacte. En 1982, Guy Vandersmissen, 24 ans, était un véritable moteur au milieu de terrain de la Belgique. Son jeu complet et infatigable, ainsi que ses passes intelligentes, faisaient de lui un maillon essentiel de la domination belge. Vandersmissen n'était peut-être pas la star la plus en vue de cette équipe constellée de joueurs, mais il était un héros discret, toujours prêt à se démener pour que ses coéquipiers puissent briller. La carrière de Vandersmissen est intimement liée à l'âge d'or et au moment difficile du Standard de Liège. Capitaine et âme de l'équipe pendant de nombreuses années, il a également traversé une période sombre avec le scandale des matchs truqués qui a secoué le football belge dans les années 1980. Ce fut une cicatrice profonde, mais la manière dont Vandersmissen s'est relevé est véritablement remarquable. Il a reconstruit son image grâce à son professionnalisme et à un engagement sans faille sur le terrain. Après avoir pris sa retraite de joueur, Vandersmissen s'est tourné vers la gestion et la représentation de joueurs. Fort de son expérience précieuse et de son vaste réseau, il est devenu un agent réputé, aidant de nombreux jeunes talents belges à développer leur carrière. Il a également occupé le poste de directeur sportif, démontrant ainsi ses excellentes aptitudes de gestion. Aujourd'hui, 66 ans, Guy Vandersmissen est un homme d'affaires prospère dans le monde du football. Il mène une vie discrète mais aisée. Son parcours est la preuve que l'erreur est humaine, mais que l'essentiel est de savoir la corriger et d'en ressortir plus fort. Wilfried Van Moer était un cas à part au sein de l'équipe de 1982. À 37 ans, il était le vétéran le plus âgé, un trait d'union entre les générations. Il avait pris sa retraite internationale, mais le sélectionneur Guy Thys l'avait convaincu de revenir en raison de son importance irremplaçable. Van Moer était surnommé Petit Général. Malgré sa petite taille, il possédait un esprit tactique brillant et une combativité digne d'un gladiateur. Il était l'architecte du style de jeu de l'équipe, celui qui inspirait et donnait le rythme à tous les joueurs. Sa présence sur le terrain était une source de confiance absolue pour les plus jeunes. Après la Coupe du Monde, 1982, Van Moer met officiellement un terme à son illustre carrière internationale. Il se reconvertit en entraîneur, prenant même les rênes de l'équipe nationale belge, mais l'ombre de sa carrière de joueur fut peut-être trop grande pour que sa carrière d'entraîneur atteigne le même éclat.
Cependant, aux yeux des supporters belges, Van Moor restera à jamais l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Un joueur qui remporta 3 souliers d'or belges et qui fit rayonner le football belge sur la scène internationale en 1980, finaliste du championnat d'Europe. Dans la vie, Van Moor est un homme simple et typiquement flamand. Après avoir pris sa retraite du football de haut niveau, il est retourné à une vie ordinaire, ouvrant un café où il aime s'asseoir et raconter des anecdotes sur le football d'antan à ses habitués. Il vit simplement, sans se soucier de la gloire ni de la fortune, trouvant le bonheur dans les petites choses, mais la santé du petit général s'est peu à peu dégradée avec l'âge. Cependant, le parcours de cette légende s'est achevé. Le 24 août 2021, Wilfried Van Moor s'est éteint à l'âge de 76 ans des suites d'un AVC soudain dans un hôpital de Louvain. Sa disparition a profondément choqué et attristé toute la Belgique. Il n'est plus. Mais l'image de ce capitaine au physique imposant, se frayant un chemin à travers l'équipe adverse, restera à jamais gravée dans le cœur des supporters belges. Mark Baker, âge de 25 ans, évoluait au poste d'arrière gauche. À l'époque, Beck représentait un rare exemple d'arrière latéral offensif moderne. Sa vitesse, sa technique et ses frappes puissantes de loin éteignent les armes secrètes des Diables Rouges. Lors de la Coupe du Monde 1982, il réalisa des performances exceptionnelles, contribuant largement à la qualification de Manchester United pour le deuxième tour. Il fut un élément indispensable de la génération dorée de Beveren, l'équipe qui domina le championnat belge dans les années 1980. Après avoir atteint le sommet de sa carrière, la vie de Mark Baek a pris un tournant tragique et inattendu. Suite à sa retraite, il semblait perdu. Il s'est éloigné du monde glamour du football et a sombré dans des habitudes néfastes. Le tabagisme excessif a ravagé la santé de l'ancien joueur infatigable. La maladie insidieuse de Buerger l'a privé de son talent. Il a dû subir une opération pour l'amputation de sa jambe gauche, transformant l'ancienne star du football en un homme handicapé. Durant ces dernières années, Beck a vécu dans la solitude et la misère, son épouse souffrant également d'une grave maladie. L'image de l'ancien héros de la Coupe du Monde, désormais cloué dans un fauteuil roulant, luttant contre la maladie et des souffrances physiques et morales, était déchirante pour tous ceux qui connaissaient son histoire. Mais même dans ces circonstances si difficiles, il conserve la dignité d'une star, se plaignant rarement aux médias. Et puis, la souffrance prit enfin fin. En janvier 2017, Mark Beck s'éteignit à l'âge de 60 ans après une longue lutte contre la maladie. Sa disparition fut une note tragique et sombre dans la saga épique de la génération dorée de 1982. Il laissa derrière lui non seulement le souvenir de ses courses fulgurantes sur l'aile gauche, mais aussi l'image poignante de la fragilité de la vie humaine après la gloire des terrains de football.